Bonjour, bienvenue à ce dernier panel de cette matinée. Pascal m'a demandé d'introduire ce panel, cette session qui peut apparaître de l'extérieur comme assez hétérogène, puisqu'on passe de l'émancipation des Juifs sous la Révolution à la justice internationale en passant par la construction européenne. Dans cette introduction, je vais essayer de tenter de tresser un ou plusieurs fils rouges entre ces thèmes, et je le ferai en deux temps. Dans un premier temps, je replacerai les trois livres qui sont au centre de chacune de ces interventions dans la continuité de la bibliographie de Robert Badinter. Le premier livre, qui s'intitule « Libres et égaux, l'émancipation des Juifs sous la Révolution », est, si on nommait la thèse de Robert Badinter, dont on vient de me confirmer qu'elle n'avait jamais bénéficié d'une publication, ce livre sur l'émancipation des Juifs est donc son deuxième livre signé par lui-même et lui seul. Le premier, Jean-Marc Sauvé l'a rappelé lundi soir, est L'exécution, livre qu'il écrit un peu comme un exercice expiatoire, dans l'urgence, dans le dépit, puisqu'il n'a pas pu sauver Bontemps de la guillotine. Il l'écrit en un an, entre 72, l'exécution, et 73, et il dira à propos de ce livre, d'ailleurs, c'était ça ou le divan, et manifestement, il préférait les affres de l'écriture à celles de la psychanalyse. Donc ce livre date de 89, donc le livre sur l'émancipation, donc 16 ans après son premier livre, L'exécution. En réalité, comme l'a rappelé très bien Antoine Yoncan hier au Conseil constitutionnel, c'est en arrivant au Conseil constitutionnel en 1986 que Robert Badinter découvre les joies des archives, le plaisir des vieux papiers, cette fois-ci pas en tant que collectionneur, mais pour exploiter ces vieux grimoires. En fait, je pense que Robert Badinter, il nous l'a dit souvent, craignait un peu, il n'avait pas tout à fait tort, que par rapport à la frénésie de la place Vendôme, le palais Montpensier soit un peu tranquille. Et de fait, pendant son mandat de juge constitutionnel, Robert Badinter a publié 5 livres. 1988, c'est le livre dont on vient de parler, Condorcet avec sa femme, Elisabeth. En 89, il en publie 2, donc L'émancipation des Juifs et un autre collectif dont il a pris la direction qui s'appelle Une autre justice. En 92, il publie La prison républicaine, dont on a parlé un peu ce matin, qui est un travail issu d'un séminaire co-dirigé avec Michel Perrault, et dont hier, justement, Michel Perrault et d'autres ont précisément montré qu'il était fondé sur un travail extraordinairement minutieux de sources d'archives. En 1995, qui est la dernière année de son mandat au Conseil constitutionnel, il publie aussi 2 morceaux. Sa pièce C-33 sur Oscar Wilde et un autre morceau que j'aime presque autant que cette pièce, sur Oscar Wilde aussi, qui s'appelle Essai sur l'injustice. Et il est allé pour travailler sur ces 2 ouvrages à Londres, travailler dans les archives judiciaires et les archives policières, en particulier pour s'imprégner du milieu des prostituées londoniens, qu'il appelait joliment les fauves de boudoir. Le deuxième livre dont on va parler un petit peu ce matin, dans cette session, s'intitule « Une constitution européenne ». Donc ce n'est pas la constitution de l'Europe, c'est sa conception de la Constitution et sa conception de l'Europe. Ce livre est dédicacé à ses petits-enfants,
à Esther et Zacharia, qui seront des citoyens européens. J'ai retrouvé dans ces archives plusieurs entretiens qui ont succédé la parution de ce livre, et dans lequel ses interlocuteurs, en tout cas au moins un, lui fait remarquer que, en réalité, Esther et Zacharia sont déjà des citoyens européens. Et Robert Badinter s'était défendu en disant qu'à l'époque où il l'avait écrit, ils étaient mineurs et qu'il pensait à leur majorité. En fait, dans cette formulation, je pense que Robert Badinter formait le vœu qu'un jour, l'Europe soit à ce point fédérale que la nationalité de ses petits-enfants serait celle des États-Unis d'Europe. Mais de cela, Myriam parlera plus et mieux que moi. Le troisième livre qui se rattache au troisième thème sur la justice internationale s'intitule « Vladimir Poutine, l'accusation ». C'est un livre qui a été publié en avril 2023. Cet ouvrage est le dernier publié de son vivant, à peine un an avant sa disparition et un an à peine après l'invasion de l'Ukraine. Cet ouvrage est co-rédigé avec deux compères, deux complices depuis longtemps. Bruno Cotte, qui était un magistrat et un grand pénaliste et qui a siégé comme juge à la Cour pénale internationale, et Alain Pellet, avocat, mais aussi grand internationaliste et universitaire, et qui a accompagné les pas de Robert Badinter dans le droit international public depuis sa collaboration au sein de la Commission pour l'ex-Yougoslavie, donc ça faisait depuis plus de 30 ans. Ce livre sur Vladimir Poutine n'est pas dédicacé, mais il comprend une préface rédigée par Robert Badinter, par lui seul, que je trouve assez révélatrice et intéressante. Lorsqu'il était avocat, et en particulier aux assises, Robert Badinter recommandait toujours de ne pas réduire l'accusé à ses crimes et de toujours essayer de retrouver ce qui, dans son enfance, pouvait être à l'origine de son destin et qui pouvait être à l'origine de ses crimes. Et dans cette préface, et aussi dans les entretiens qu'il a donnés après la publication de ce livre, Robert Badinter insiste énormément sur l'importance de l'enfance de Poutine, ce gamin des faubourgs de Leningrad, qui a été élevé dans et habité par la grandeur passée de l'Empire russe et qui, je le cite, voulait le pouvoir et aimait le silence. Donc voilà pour les livres. Et dans un deuxième temps, comme le rappelait fort bien Jean-Marc Sauvé lundi soir, avec Robert Badinter, c'est très difficile de séparer l'homme de lettres de l'homme d'action. Et donc, dans ce deuxième temps, je voudrais essayer d'introduire ces thèmes et de les nourrir par des initiatives ou des prises de position que Robert Badinter a prises sur chacun d'entre eux. Donc, sur le premier thème, qui peut en réalité se cristalliser autour de l'égalité entre tous les hommes, la dignité de tous les hommes, qu'ils soient morts, qu'ils soient vivants, qu'ils soient noirs, qu'ils soient blancs. Je voudrais évoquer une loi de 1985, le mois de mai, qui permet à inscrire dans l'état civil des personnes qui sont mortes dans les camps une mention, sinon plus précise, du moins plus exacte. En effet, jusqu'à cette date, les déportés morts en déportation ou exécutés dans les chambres de gaz étaient réputés morts au lieu de leur départ dans le convoi. Donc c'était faux, ils étaient vivants quand ils sont montrés dans le convoi et c'était indigne puisque cela masquait, occultait leur martyre. Désormais, avec cette loi, on peut indiquer mort en déportation au lieu d'arrivée et non de départ, et à une date qui, si elle n'est pas connue, est fixée à 5 ans après le départ de France.
Voilà, c'est une loi dont on ne parle pas beaucoup, qui naturellement se rattache à, on le voit bien, toute une série de combats de Robert Badinter. Sur le deuxième thème, l'Europe du droit, dont on sait à quel point il la souhaitait, à quel point il a essayé de la renforcer, y compris avec des échecs à la chancellerie, à quel point il a souhaité qu'elle soit consolidée et qu'elle s'impose. Je voudrais évoquer une posture de Robert Badinter qui est peu connue et pour cause, elle n'a jamais été rendue publique. Comme l'a excellemment exposé Étienne ce matin, le droit comparé, la confrontation des droits, est au fondement de sa démarche de juriste. Au Conseil constitutionnel, Robert Badinter a en effet souhaité, soutenu et suivi avec constance et continuité l'élaboration d'un thésaurus commun à l'ensemble des cours constitutionnelles européennes et la Cour européenne des droits de l'homme. Alors un thésaurus, qu'est-ce que c'est ? C'est un lexique qui est hiérarchisé, logiquement organisé, et qui fournit aussi des équivalences, soit entre des expressions ou des associations entre termes. Cet instrument a permis de construire une base de données qui s'appelle Codices, qui est toujours active, qui est toujours administrée par la Commission de Venise, qui est un organe du Conseil de l'Europe, et qui comprend aujourd'hui, je l'ai vérifié ce matin, plus de 11 000 décisions constitutionnelles en 40 langues. On ne peut décidément pas faire mieux que pour la circulation des jugements que Étienne évoquait ce matin. Sur le troisième thème, la justice internationale, on connaît tous le talent, l'énergie et le travail que Robert Badinter a investi dans la conception et la consécration d'institutions judiciaires à compétence internationale. Contre les bourreaux nazis, mais aussi contre tous les dictateurs sanguinaires, que ce soit Pinochet, que ce soit Franco, ou tous les autres vandales, comme il les appelait. Mais il n'y a pas simplement eu un combat contre l'impunité des bourreaux, il s'est aussi battu pour renforcer le statut et le droit des victimes. Il l'a fait en France, je crois que Pascal l'a rappelé ce matin, mais il a aussi mené ce combat ailleurs, et en particulier pour les victimes enfants. Il a énormément travaillé avec l'UNICEF pendant qu'il était parlementaire. Il a fait plusieurs missions et plusieurs rapports sur les prisons pour mineurs dans les pays d'Europe de l'Est. Il a parrainé une campagne de l'UNICEF contre l'incurie des États qui négligeaient d'inscrire à l'état civil leurs enfants. En effet, cette omission non seulement invisibilise, mais pénalise pour leur vie entière des millions d'enfants. Mais surtout, il a contribué à l'élaboration de ce qu'on appelle les principes de Paris de 2007, de l'UNICEF, qui dénoncent l'enrôlement de force des mineurs dans les forces armées ou les milices armées. Et c'est dans ce même mouvement qu'il a pris l'initiative, et c'est cela que je voulais évoquer ce matin, de constituer un groupe de pénalistes pour construire la défense des droits d'un jeune Afghan, enfin d'origine afghane, Omar Khadr. Omar Khadr est un citoyen canadien, mais comme je viens de le dire, d'origine afghane, qui a été arrêté en 2002 par l'armée américaine alors qu'il avait 15 ans. Et Robert Badinter essaiera de démontrer que, enrôlé à 12 ans dans les rangs d'Al-Qaïda, ce jeune homme est plus la victime d'Al-Qaïda qu'il n'est le meurtrier d'un soldat américain. Voilà, j'en ai terminé avec cette tentative d'harmoniser et de resituer les thèmes de ce panel dans l'ensemble de la trajectoire de Robert Badinter. Je suis sûre que les 4 intervenants qui vont suivre et qui ont tous en commun d'avoir connu directement Robert Badinter et pour certains d'entre eux d'avoir travaillé avec lui, sauront aussi, et peut-être mieux que moi, démontrer que ces thèmes sont en réalité des déclinaisons singulières d'un même sillon, d'un même combat,
de celui qui a toujours préféré, contre l'injustice, brandir le droit plutôt que le glaive. Je donne la parole à Jean-Louis Perrin, qui est professeur à l'ENS à Paris et qui va présenter la place de ce livre, L'émancipation des Juifs, dans l'historiographie française. On ne peut pas toujours applaudir, comme disait Michel Perrault ce matin. Merci, Madame la Présidente. J'ai eu l'honneur et le bonheur de travailler avec Robert Badinter en 1989 pour la préparation de l'exposition « La justice de la Révolution » ou « Les révolutions de la justice » et pour le livre que vous avez cité, « Une autre justice ». Dans ces échanges, il n'a jamais été question du livre Libre et égaux paru la même année. Mais je reste néanmoins marqué par quelques mots que Robert Badinter m'a dit plus tard à Lyon, à Berlin et à Paris sur la Shoah. C'est dire mon émotion quand les organisatrices et les organisateurs de ce colloque m'ont proposé d'intervenir sur son ouvrage consacré à l'émancipation des Juifs 1789-1791. L'idée est venue très rapidement de répondre à cette invitation par un binôme avec Daniel Lechac et de présenter à deux voix nos points de vue, pour ma part sur la place de ce livre dans l'historiographie sur la Révolution française et les Juifs, et pour Daniel sur son actualité sur le thème de l'émancipation. Nous tenterons de le faire avec cette exigence de rigueur et d'esprit critique qui est l'éthique du corps universitaire auquel Robert Badinter a appartenu. Libres et égaux est un livre de dimension restreinte, concentré sur les débats de la Constituante, que Robert Badinter a écrit juste après avoir achevé la biographie de Condorcet avec Elisabeth Badinter. Né, dit-il, du fruit d'une rencontre, celle de l'avocat parisien Jacques Godard, venu soutenir la cause des Juifs devant l'Assemblée de la Commune de Paris, dont Condorcet était membre, l'ouvrage renvoie aux sources par ses notes et comprend une bibliographie d'une centaine de titres. Robert Badinter était très au fait des travaux de Bernard Blumenkranz, d'Arthur Herzberg et de Léon Poliakov sur ce sujet. Il savait qu'une partie de ses publications remettait en question la version un peu trop enchantée d'une émancipation souhaitée par tous les hommes des Lumières. Mais il avouait ne pas partager ces vues soupçonneuses. Il était animé par la volonté de restituer à l'émancipation révolutionnaire sa dimension humaine de fraternité et à affirmer une forme de reconnaissance à l'égard de l'œuvre de l'Assemblée constituante. Le premier chapitre du livre, intitulé Tel qu'en eux-mêmes, dresse le tableau des Juifs dans la France de 1789. Autour de 50 000 personnes dans un royaume de 28 millions d'habitants. Un peu plus de 2000 séfarades à Bordeaux, disposant comme marchands portugais du droit de s'établir depuis 1753 et reconnus comme juifs avec leur synagogue depuis 1723. 3500 Portugais dans le quartier Saint-Esprit de Bayonne, les Juifs du Pape établis dans le Comtat, les Juifs allemands vivant dans les 187 communes rurales, les villes leur étaient interdites, qui formaient de loin le groupe le plus nombreux, autour de 22 000. Les Juifs des trois évêchés de Metz, Toul et Verdun, les Juifs de Lorraine, séparés de ces trois évêchés, environ 4 000 personnes, enfin les Juifs de Paris, environ 500, qui devaient être munis d'un passeport spécial visé par le lieutenant de police. Des communautés diverses, comportant une petite minorité de riches commerçants et une masse de pauvres, réduits à des petits métiers comme le colportage, la friperie et la brocante, locuteurs du dialecte judéo-alsacien et vivant à l'écart des chrétiens. Robert Badinter ne négligeait pas l'anti-judaïsme de Voltaire et d'Holbach, l'hostilité violente que suscitaient les Juifs des provinces de l'Est accusés de pratiquer l'usure, les procès intentés par les corporations pour faire respecter les interdictions professionnelles prononcées contre les Juifs, la timidité des décisions de Louis XVI en 1784, supprimant certes le péage corporel en Alsace, mais obligeant les Juifs à obtenir une autorisation royale pour se marier, le refus des parlements d'étendre aux Juifs l'édit de tolérance accordé aux protestants en 1787. Le chapitre 2 analyse comment les Lumières de Berlin, avec la pensée réformatrice de Moses Mendelssohn, ont pénétré les esprits en France. C'est Mendelssohn qui a recommandé à Cerbère le nom du publiciste allemand Döhm pour écrire son livre sur la réforme politique des Juifs. C'est l'exemple autrichien des édits de Joseph II ouvrant les portes des universités aux Juifs.
C'est le concours de la Société royale des sciences de Metz qui a primé les mémoires de Thierry, Hurwitz et de l'abbé Grégoire, dont l'essai sur la régénération physique, morale et politique des Juifs paraît en janvier 1789. Robert Badinter n'a pas occulté la description cruelle que Grégoire faisait des Juifs, au visage blafard, au nez crochu, son mépris foncier pour le Talmud, son espoir d'une douce conversion au catholicisme. Il montre aussi que Mirabeau, traitant de Mendelssohn dans un livre de 1787, était favorable à l'idée que les Juifs restent jugés selon leurs propres lois et que Malesherbes partageait le préjugé commun d'une nation étrangère au milieu de toutes les nations. Le chapitre 3 sur les élections aux États généraux rappelle que les Juifs du Sud-Ouest participèrent à ces élections, alors que Necker refusa la qualité d'électeur aux Juifs de l'Est. Intitulé « Un été brûlant », le chapitre 4 indique que la Grande Peur a vu des violences perpétuées contre les Juifs ashkénazes quelques semaines avant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et quelques mois avant l'admission à la barre de l'Assemblée, le 14 octobre 1789, de Ber Isaac Ber, ce que Robert Badinter qualifie symboliquement d'instant prodigieux. Le chapitre 5 porte le titre « Protestants, comédiens, bourreaux et juifs », puisque c'est à propos du débat sur l'admission aux droits politiques de ces catégories de personnes que Clermont-Tonnerre prononce son fameux discours où il dit « Refuser tout aux Juifs comme nation et accorder tout aux Juifs comme individus ». La Constituante décide le 24 décembre 1789 de séparer le sort des Juifs de ceux des autres catholiques. Désormais, c'est chacun pour soi, selon le titre du chapitre 6. Le 26 janvier 1790, seuls les Juifs portugais, avignonnais, espagnols obtiennent la confirmation de leurs privilèges et les droits des citoyens actifs. Il faut, pour les autres Juifs, ceux de l'Est, une longue attente relatée dans le chapitre 7, qui se conclut au dernier moment, titre du chapitre 8, à la fin de la Constituante, le 27 septembre 1791, par le décret reconnaissant la citoyenneté française aux individus juifs qui prêteront le serment civique. À 36 ans de distance, l'ouvrage de Robert Badinter apparaît comme précurseur de certaines évolutions de l'historiographie sur l'émancipation des Juifs en France. Il n'a pas sous-estimé les tensions qui traversaient la philosophie des Lumières sur ce sujet, les ambiguïtés du mémoire de Grégoire, les divisions profondes entre les Juifs séfarades et ashkénazes, la violence des attaques contre les Juifs à propos de l'usure, mais aussi plus tard à propos de l'achat d'anciens biens de l'Église. C'est une première forme du complot des capitalistes juifs contre la France chrétienne. La conjonction aussi, en septembre 1791, de deux votes, celui sur l'émancipation des Juifs, mais celui aussi sur la maîtrise des assemblées coloniales sur les personnes, ce qui signifie le maintien de l'esclavage et du statut défavorable des hommes de couleur. Ces perspectives plus sombres sur le processus d'émancipation ont été approfondies par Florence Gauthier à propos du préjugé de couleur et par Francesca Trivellato dans Juifs et capitalisme sur la persistance des légendes qui attribuent aux Juifs les origines du capitalisme. Le livre de Ronald Schechter, Obstinate et Blues, a montré les tensions entre sentiments hostiles et favorables aux Juifs dans la France du XVIIIe siècle. L'importance, par exemple, de l'idéologie des jansénistes, qui se comparaient volontiers aux Juifs, mais qui souhaitaient leur conversion dans une version millénariste. Les contradictions des constituants dans les rapports entre les droits universels et certains privilèges. Et last but not least, le décret adopté le lendemain du vote du 27 septembre 1791 qui ordonnait aux Juifs d'Alsace de fournir aux administrations départementales la liste de leurs débiteurs catholiques, et donc dans l'idée de réduire ces créances. Si ce décret ne fut pas appliqué, on mesure mieux aujourd'hui l'extrême difficulté pour les Juifs de l'Est d'être traités comme des citoyens comme les autres, les entraves à leur liberté du mariage et du divorce, les obstacles à la prononciation en français du serment civique ou à la conscription. Le livre de Pierre Birnbaum, L'Aigle et la synagogue, en 2007, a mis aussi en valeur l'aveuglement d'une partie de l'historiographie à l'égard du recul que marque la politique juive de Napoléon.
Les jugements très défavorables aux Juifs de Napoléon et de Molé, les pressions exercées sur l'Assemblée des notables puis le Grand Sanhédrin pour soumettre les Juifs au respect du Code civil et de la conscription, l'abandon in extremis d'un projet qui prévoyait d'imposer un mariage mixte sur 3, et bien sûr le décret infâme de 1808 infligeant un régime inégalitaire pendant 10 ans à leur créance. Adam Sutcliffe, dans un texte de 2010, a mis en balance les ambiguïtés des philosophes des Lumières, les orientations hostiles aux Juifs sous la Révolution et l'Empire, avec le fait que malgré tout ça, l'impérialisme napoléonien a porté en Europe le message de l'émancipation des Juifs. Je ne partage pas personnellement l'admiration qu'avait Robert Badinter pour la sagesse de Portalis, parce que Portalis aussi considérait les Juifs comme des étrangers à la nation française. Mais j'ai toujours pensé que le Code civil, le premier du genre, sans allusion aucune à la religion ni à Dieu, a été pour les Juifs le livre de la liberté du mariage qui n'existait à l'époque nulle part ailleurs en Europe. Comme historien du droit, j'adhère à bien des constats faits dans un texte de 2019 par l'historien David Sorkin. L'histoire de l'émancipation des Juifs en France est complexe. Elle ne doit pas être étudiée de manière téléologique à la lumière de la Shoah. Elle doit être étudiée par ses différents épisodes. Elle a été perdue 2 fois, en 1808 et en 1940. Elle a été gagnée 6 fois, en 1790-1791, l'épisode bien évidemment étudié par Robert Badinter, en 1818 par l'abrogation du décret infâme, en 1870 par le décret Crémieux, en 1944 par l'ordonnance du 9 août, et fait moins connu par la loi du 28 juillet 1961 sur l'accession au statut civil de droit commun des Juifs du Msab. Merci beaucoup. Daniel, tu as la parole pour évoquer, je crois, plus l'actualité de ce livre que son contenu. Oui, effectivement, je ne suis pas historienne, comme vous le savez, et donc j'ai plutôt voulu me pencher sur l'écho actuel de ces controverses, notamment d'abord la question de l'émancipation, de l'assimilation, de l'intégration, qui est une préoccupation constante aujourd'hui encore, sur le statut des religions minoritaires et sur la question du communautarisme. Alors, sur la première, constance d'une préoccupation. Dans l'esprit des contemporains de la Révolution, l'émancipation et l'assimilation devaient aller de pair, l'émancipation des citoyens conditionnant l'assimilation à venir. Et l'histoire des Juifs en France offre une vision nuancée, je dirais, de ce qu'a pu signifier l'assimilation. Les Israélites qui continuent à pratiquer leur religion de façon pas trop ostentatoire, à se marier entre eux, et parmi lesquels ces fameux fous de la République décrits par Pierre Birnbaum. Et puis les Juifs immigrés d'Europe de l'Est, mal acceptés par les Israélites assimilés qui craignent que ça ne leur fasse du tort, exactement comme les Juifs de Bordeaux veulent se démarquer absolument des Juifs d'Alsace en 1789. Et puis les Juifs d'Afrique du Nord, avec leur façon plus extravertie de vivre leur judaïsme et leur judéité. Mais aujourd'hui, quand la question de l'assimilation se pose, c'est bien sûr par rapport à la population étrangère. L'assimilation, vous le savez, est une condition d'accès juridique, d'accès à la nationalité française. Et concernant les immigrés en général, c'est plutôt le concept d'intégration qui a prévalu, considéré comme moins impliquant en termes de renonciation à ces particularismes. Et il est apparu, à partir du moment où on a compris que la population étrangère serait sédentarisée, il a fait partie d'un objectif des politiques publiques, l'intégration des immigrés. Sauf à partir d'un moment où il s'est inscrit dans la législation sur le séjour, et c'est là que la problématique va s'inverser, exactement comme ce qui s'est passé avec Napoléon. C'est-à-dire qu'en dépit de leurs préjugés à l'égard des Juifs, les révolutionnaires, pour la plupart, ont considéré que l'égalité était le préalable et la condition de leur régénération. C'est très clair chez l'abbé Grégoire, c'est très clair chez Clermont-Tonnerre, mais Napoléon, comme vient de le rappeler
Jean-Louis renverse la problématique et va conditionner la possession des droits civiques aux preuves de cette régénération. Il impose aux Juifs une période probatoire dont sont quand même dispensés les Portugais et les Contadins. Difficile, à mon sens, et sachant mes centres d'intérêt, de ne pas faire le parallèle avec ce qui s'est passé à partir de 2003. Et j'avais tendance à dire Napoléon et Sarkozy, même combat. C'est en 2003, en effet, que la loi Sarkozy va, la première, inverser la logique. L'intégration, ça n'est pas une préoccupation des pouvoirs publics, ou plus exactement, ça n'est pas une politique publique qui vise à intégrer les immigrés. L'intégration, c'est une injonction qu'on va adresser aux étrangers s'ils veulent obtenir la stabilité de leur séjour en France. Le parallèle avec l'époque napoléonienne va plus loin. Lisons les questions de Napoléon, posées par Napoléon aux représentants de la communauté juive, destinées à tester la capacité d'assimilation des Juifs, le présupposé implicite étant que les contraintes de leur religion y font obstacle. Je cite que 3 questions. Est-il licite aux Juifs d'épouser plusieurs femmes? Le divorce est-il permis par la religion juive? Aux yeux des Juifs, les Français sont-ils leurs frères ou sont-ils des étrangers? Et autant de questions auxquelles le grand Sanhédrin va répondre point par point afin de démontrer que les obligations religieuses des Juifs ne s'opposent en aucune manière au respect des lois civiles. Par-delà les siècles, il me semble que la philosophie qui sous-tend les gages d'intégration exigées aujourd'hui des étrangers sont assez frappantes. Contrat d'accueil et d'intégration, devenu obligatoire, contrat d'intégration républicaine et, depuis la loi Darmanin, contrat d'engagement au respect des principes de la République. Et parmi ces engagements, il y a l'égalité des hommes et des femmes, le respect du principe de laïcité. Vraiment, la problématique me semble extrêmement proche. La deuxième question, c'est la place des religions minoritaires qui me semble, à beaucoup d'égards, prise au piège de cette fameuse laïcité républicaine. La question de savoir si et jusqu'à quel point l'émancipation suppose l'abandon des pratiques religieuses, c'est une des questions qui est débattue dès avant la Révolution, sans être, me semble-t-il, finalement clairement tranchée. Bien sûr, les conflits de lois, de normes entre le droit étatique et les préceptes religieux ne sont pas propres aux religions minoritaires. On le voit bien, les relations tumultueuses entre la France, la République et l'Église catholique, mais forcément, ces conflits sont plus fréquents pour les premières. Et de fait, les Juifs, comme les musulmans, subissent, quoiqu'à un degré inégal, leur statut de minorité religieuse dans un pays où tout est calé en fonction d'un catholicisme culturellement dominant, les fêtes chômées, le poisson le vendredi, que sais-je encore. Et aujourd'hui, le point de savoir jusqu'où doivent aller les accommodements raisonnables, pour parler comme les Québécois, fait encore débat. Les dérogations à la loi commune ne font jamais de soi, même si certaines sont plus facilement acceptées que d'autres. Les autorisations d'absence le jour des fêtes religieuses, les carrés confessionnels dans les cimetières qui sont théoriquement interdits, mais qui sont quand même permis sur la base de circulaires ministérielles, l'abattage rituel reconnu par le code rural, mais qui est peut-être désormais un peu compromis si l'on en juge par l'évolution de pays proches de nous et même de la Cour européenne des droits de l'homme, et puis des points de fixation, le port de signes d'appartenance religieuse, la fameuse loi de 2004 dont on sait à quel point elle a fait et fait encore débat, dont, soit dit en passant, elle aura plutôt contribué à favoriser le communautarisme en provoquant la fuite des élèves vers les écoles privées juives et musulmanes, un point qu'à mon avis on ne souligne pas assez. Et puis plus étonnamment, la question de la nourriture, qui est apparue comme un autre point de fixation. Dans La République et le cochon de Pierre Birnbaum, il rappelle que dès la Révolution, la question a été posée dans les débats qui ont accompagné l'assimilation des Juifs. Là-dessus, Clermont-Tonnerre est très clair, il rappelle les reproches adressés aux Juifs pour les écarter. Et de fait, depuis la Troisième République et même jusqu'à Vichy, les rituels religieux alimentaires ne sont pas polémiques. Or, ils ont ressuscité, si j'ose dire, récemment. On pense à un ministre de l'Agriculture qui, en 2010, accuse l'enseigne Quick
de tomber dans le communautarisme parce qu'elle a proposé de supprimer le porc de l'alimentation dans quelques-unes de ses enseignes. On pense à Gérard Darmanin, ministre de l'Intérieur, qui, voyant des rayons halal ou cachers dans les supermarchés, nous dit que c'est comme ça que commence le communautarisme. Et alors justement, la troisième question, c'est ce fameux spectre du communautarisme. Bien sûr, il y a Clermont-Tonnerre qui dit qu'il faut tout refuser aux Juifs comme nation, il faut leur refuser toute institution communautaire. Donc on pourrait penser que la dénonciation actuelle de la dérive communautariste s'inscrit dans le prolongement des principes révolutionnaires. Mais ce qui frappe quand même surtout, c'est l'attitude contradictoire des pouvoirs publics, d'une part, et le contraste entre ce qu'on concède aux Juifs et ce qu'on refuse aux musulmans. La liberté religieuse s'arrête là où commence le soupçon de dérive communautariste, mais le fait est que ce soupçon de dérive commence très tôt, puisque dans un certain nombre de cas, le simple port du foulard islamique ou de la barbe est considéré comme ouvrant la porte à l'ethnicisation de la société française, sinon parfois comme un acte prosélyte annonciateur de dérive terroriste. Mais face à la dérive, à cette fameuse dérive communautariste, on remarque quand même aussi la position contradictoire des pouvoirs publics. Là aussi, je me réfère à certains passages rappelés par Birnbaum dans L'Aigle et la synagogue. Par exemple, étonnante, cette célébration en 1997 à l'Hôtel de Ville de Paris puis à l'Élysée du 190e anniversaire du Grand Sanhédrin. Et là, le président de la République souligne l'existence légitime d'une communauté juive au sein de la nation. Il parle du caractère exemplaire de cette communauté. Et puis, bien entendu, on le sait, c'est quand même c'est cohérent avec cette reconnaissance quasi officielle d'ICRIF, qu'on considère comme un interlocuteur valable des pouvoirs publics, comme représentant des milieux juifs, des dîners officiels auxquels on se presse, etc., qui semblent quand même aux antipodes de la logique révolutionnaire. Alors, arrivé à ce point de ma réflexion, j'ai conscience que je me suis beaucoup écartée de Robert Badinter, mais me semble-t-il pas si loin de son livre, car la question en fait qui m'a guidée, c'est celle de la fidélité ou non à l'héritage de la Révolution française. Et puis, je pense que si Robert Badinter m'avait entendu, il n'aurait pas été si étonné, me connaissant, d'entendre évoquer ces questions. Voilà. Merci beaucoup. À réflexion commune avec Daniel Lechat, conclusion commune, l'émancipation des Juifs pose à chaque génération de nouvelles questions. Ça a été le cas à l'époque de Robert Badinter. C'est le cas aujourd'hui, inspiré par le contexte dans lequel nous vivons, celui du regain violent de l'antisémitisme et de crimes internationaux commis de part et d'autre au Proche-Orient. Et dans le texte de Clermont-Tonnerre, Daniel et moi, nous avons été frappés par un passage moins connu, où il disait que tous les peuples de la terre peuvent devenir citoyens français, les Juifs comme les païens, les Turcs, les musulmans, les Chinois même. Merci. Merci beaucoup à vous deux de cette prestation en duo et d'avoir tenu malgré tout le temps. Et donc je passe maintenant la parole à Myriam Bellolo-Carabo, qui est professeure d'université à Paris-Nanterre, mais qui actuellement, je crois, est en détachement à la CJUE comme référendaire. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Eh bien, je commencerai par dire que cette intervention a un sens tout particulier. Comme disait mon ami et collègue Étienne tout à l'heure, nous sommes en tant qu'universitaires des RAD bibliothèques et donc nous avons l'habitude de lire, d'écrire, de participer à des colloques. Et donc c'est loin d'être mon premier, mais bien sûr intervenir aujourd'hui devant vous pour parler de Robert Badinter, cet homme que nous admirons toutes et tous pour ce qu'il est et pour ce qu'il a fait, mais que j'ai eu cette chance inouïe de bien connaître. Ça a bien sûr un sens tout particulier, c'est donc aussi avec émotion que je parlerai de lui aujourd'hui. Alors quand on m'a demandé
d'intervenir sur Robert Badinter et sur ses écrits sur l'Europe. Le premier titre de la contribution envisagée, c'était Une constitution européenne, cet ouvrage dont Madame la Présidente vous a parlé, que Robert Badinter a écrit en 2002 et qui, c'est vrai, constitue une de ses contributions majeures au débat européen, qui présente sa vision de l'Europe, plus précisément de l'Union européenne. Mais à la réflexion, il m'a semblé que ce titre était en fait très réducteur, et c'est pour ça que j'ai choisi finalement de parler des écrits sur l'Europe, parce que Robert Badinter a écrit bien plus que la Constitution européenne. Il a sans arrêt, dans des articles, dans des prises de position, dans des écrits, dans des articles dans la presse grand public, vraiment cherché à parler de l'Europe qu'il aimait passionnément. Et je voudrais vous dire, dans le temps qui m'est imparti, les raisons pour lesquelles il aimait passionnément l'Europe. D'abord pour donner quelques exemples de cet intellectuel en action et de la manière dont Robert Badinter a fait progresser l'Europe. Le 9 octobre 1981, c'est décidément une grande date, on le sait, c'est celle de l'abolition de la peine de mort, mais c'est aussi celle du décret signé par le même garde des Sceaux, ministre de la Justice Robert Badinter, qui permet aux justiciables français de saisir la Commission européenne des droits de l'homme et maintenant la Cour européenne des droits de l'homme de Strasbourg d'une violation de la Convention européenne des droits de l'homme. Dans les années 1990, Robert Badinter accompagne l'histoire. Il conseille les autorités politiques des pays d'Europe centrale et orientale qui sont alors en pleine transition démocratique. Il contribue à l'écriture, souvent accompagné du professeur Guy Carcassonne, des constitutions tchécoslovaques, polonaises, albanaises ou roumaines, pour ne donner que quelques exemples. En 2001, Robert Badinter est un très actif membre suppléant à la Convention sur l'avenir de l'Europe, qui a été chargé par les institutions européennes de proposer une réforme d'ampleur pour préparer le grand élargissement de 2004. En 2002, Robert Badinter rédige donc son projet de constitution européenne. Et puis, tout au long de son mandat de sénateur des Hauts-de-Seine, il est l'un des membres les plus actifs de la Commission des Affaires européennes du Sénat, qui d'ailleurs au départ est une simple délégation et dont on se rend bien vite compte, notamment sous son influence, d'à quel point elle peut influencer les débats et les avancées dans le domaine de la construction européenne. Et je sais, pour avoir travaillé à ses côtés à cette période, à quel point les interventions de Robert Badinter étaient cruciales dans cette commission. Donc toutes ces actions, tous les écrits qui les accompagnent nous montrent comme Robert Badinter aimait l'Europe. Alors c'est vrai qu'il aimait une certaine vision de l'Europe, ce sera mon premier point. Comme une bonne juriste, je vais ordonner mon propos en 2 temps. Le premier, c'est de vous montrer en fait à quel point c'est une certaine vision fédérale, on l'a dit tout à l'heure, de l'Europe. Mais le second, c'est de vous montrer en fait qu'il aimait l'Europe bien au-delà d'une certaine vision fédérale ou intergouvernementale. Il aimait l'Europe pour ce qu'elle est intrinsèquement et pour la concrétisation qu'elle est des principes qui lui sont le plus chers. Tout d'abord, donc, Robert Badinter, c'est une certaine vision de l'Europe. C'est porté par une forme d'utopie qu'il assume très bien. Simplement, cette utopie, il a tout fait pour qu'elle devienne réalité et pour la faire progresser. Cette utopie, c'est celle qui a été exprimée par Victor Hugo. On a eu tout à l'heure cette belle intervention de mon collègue qui nous a parlé des écrits de Victor Hugo sur la peine de mort, mais qui a mentionné le fait que Victor Hugo avait une pensée résolument européenne. Et on sait que Victor Hugo a appelé de ses voeux cette formation des États-Unis d'Europe, ce moment où, dit Victor Hugo, vous, France, Italie, Angleterre ou Allemagne, nations du continent, sans perdre vos qualités distinctes et votre glorieuse individualité, vous vous fondrez étroitement dans une unité supérieure et vous constituerez la fraternité européenne. Bien sûr, ce rêve, Robert Badinter l'a partagé, mais il n'a pas fait que le partager comme une utopie. Il a bien sûr œuvré pour que cela devienne une réalité, et il a donc assumé pleinement des prises de position très fédéralistes du projet européen.
Pour lui, l'Union européenne, c'est un projet politique avant tout, une construction donc dans laquelle les États, certes souverains, acceptent de transférer à une entité clairement supranationale des compétences, des pouvoirs que l'entité sera en mesure de leur imposer au nom d'un intérêt commun. Et cette entité, il est donc tout naturel qu'à un moment donné, elle se dote d'une constitution. Et c'est bien sûr maintenant que je voudrais vous dire quelques mots de cette constitution européenne que Robert Badinter a écrit en 2002, à une époque où il est nourri intensément par les discussions qu'il mène avec ses collègues dans le cadre de la Convention sur l'avenir de l'Europe. Il écrira dans l'introduction de ce projet de constitution « Jamais plus beau sujet de réflexion ne me serait jamais offert ». L'Union européenne, pour lui, c'est d'abord une qualification. C'est une fédération d'États souverains. Elle est fondée sur une souveraineté qui a une double origine, celle des États qui la composent et celle, dit-il, moins évidente mais plus directe, des citoyens de l'Union qui, sans distinction de nationalité, sont qualifiés de peuple de l'Union par Robert Badinter. Et puis, ce n'était pas seulement une qualification, l'Union européenne, c'est aussi un régime politique d'inspiration clairement parlementaire. Pour Robert Badinter, il faut un président à l'Union européenne. Ce président doit être élu par le Parlement, il est irresponsable politiquement, il a un pouvoir limité. Il y a aussi un Premier ministre. Ce Premier ministre, il devrait être investi par le Parlement européen. Il serait à la tête d'un gouvernement qui serait composé d'une part du Conseil des ministres, des États membres de l'Union, et d'autre part de la Commission, qui serait limitée pour Robert Badinter à 15 membres maximum. Et puis, il y a bien sûr un Parlement qui exerce pleinement le pouvoir législatif et qui peut censurer la Commission. On va beaucoup reprocher à Robert Badinter, dans la doctrine européaniste de l'époque, d'avoir un certain statocentrisme, de calquer sur l'Union européenne des modèles finalement tirés de son expérience strictement nationale et de ne pas prendre en compte la spécificité résolument européenne de l'Union. Alors, c'est en partie vrai, l'inspiration est très clairement parlementaire, mais il y a aussi chez Robert Badinter une véritable volonté de prendre en compte cette architecture particulière, notamment dans sa création tout à fait originale de ce qu'il appelle le Conseil des parlements nationaux, et on retrouve cette idée dans le droit de l'Union européenne actuelle, cette idée que les parlements nationaux vont avoir cette mission de veiller au respect par les institutions européennes du principe de subsidiarité, de la répartition des compétences entre l'Union européenne et les États membres de l'Union. Alors, on rapprochera aussi beaucoup à Robert Badinter le fait d'avoir un peu négligé certains aspects purement théoriques. La doctrine va lui dire, mais vous parlez d'une constitution alors qu'il s'agit d'un traité, ça restera un traité international et vous négligez complètement cet aspect. Alors, c'est vrai aussi, et c'est tout à fait assumé par Robert Badinter, quand il écrit son projet de constitution, il le dit, je le cite, « Le traité sera ratifié par les citoyens de l'Union, directement ou par leurs représentants, et l'Union européenne sera désormais régie par une constitution. L'essentiel est là. Point final. » Fin de citation. Comme toujours dans la pensée de Robert Badinter, en fait, je crois que cela montre très bien que les mots pour lui ont un sens. Ils ont une portée symbolique qui va bien au-delà, en fait, de la dichotomie classique entre le traité et la Constitution. Il faut que l'Europe soit incarnée. Le système de l'Union, pour lui, c'est un machin, et il faut qu'il devienne, je le cite encore, une véritable machinerie institutionnelle. Pour lui, donc, c'est ce premier temps, l'Union européenne, c'est bien un ensemble fédéral. Mais c'est aussi et surtout, et c'est à mon avis le plus important, un ensemble où l'individu est protégé, un ensemble aussi qui consacre la puissance du droit. Et c'est la raison pour laquelle, à mon avis, Robert Badinter aimait tellement l'Europe. Il l'aimait parce qu'elle était la concrétisation pleine et entière de ces deux valeurs cardinales auxquelles il croit tellement. Je le cite, « Je suis un Européen convaincu car je sais ce que la France doit à l'Europe, notamment dans le domaine des libertés. Aujourd'hui, nous sommes, nous Européens, les habitants d'un continent où les droits fondamentaux sont le mieux protégés. Cette seule considération, essentielle à mes yeux, devrait nous rendre des partisans convaincus
de l'Union européenne. Alors après le statocentrisme, c'est l'européocentrisme qui va être reproché à Robert Badinter. Mais comment pouvez-vous dire que c'est dans la seule Union européenne ou sur le continent européen que les droits de l'homme seraient les mieux protégés? Alors, n'en déplaise à ses détracteurs, je le suis complètement, parce qu'il se trouve que, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a qu'en Europe, aujourd'hui, que nous avons un système de protection aussi perfectionné. Cette idée selon laquelle l'individu voit son patrimoine juridique enrichi, qu'il tire des droits des ordres juridiques européens, qu'il s'agisse de celui de la Convention européenne des droits de l'homme ou de celui de l'Union européenne, et qu'il peut faire valoir ses droits, garantis et protégés parfois contre son propre État, devant un juge national ou européen. Ce n'est sans doute pas le seul endroit au monde où cela existe, mais c'est indiscutablement le seul endroit au monde où la révolution a été portée à son terme avec de tels fruits. Le deuxième point, c'est que l'Europe, pour Robert Badinter, c'est un ensemble qui est fondé sur le droit. Cela a été déjà dit avant-hier, cela a été redit ce matin. Pour Robert Badinter, le droit est avant tout un instrument de pacification des rapports sociaux. À l'échelle européenne, il est un puissant facteur de cohésion. Robert Badinter pense que le droit romain, celui par lequel la majesté des institutions et des lois a été reconnue, selon Paul Valéry, c'est un des piliers de la civilisation européenne. Je le cite encore. Nous sommes tous, nous juristes européens, les héritiers lointains des préteurs et des jurisconsultes romains, les descendants modestes de Gaius. Il a existé un ius communis européen, bien avant les productions technocratiques de Bruxelles, tant glorieux que nous ressuscitons à notre manière. À l'époque se vérifiait l'axiome trop perdu de vue, mais toujours exact. L'empire fait le droit, mais le droit surtout fait l'empire. La force du droit, c'est bien ce qui caractérise les communautés puis l'Union européenne. Et Robert Badinter a œuvré sans relâche pour renforcer l'emprise du droit dans l'espace européen. C'est ce qui explique sans doute son goût absolument immodéré pour les juridictions, ou plus largement tous les organes habilités à dire le droit pour prévenir ou régler des conflits ou des différends. Robert Badinter a présidé la commission d'arbitrage pour l'ex-Yougoslavie, instaurée en 1991 et qui s'appellera la commission Badinter. Elle rendra au cours de ses 33 mois d'activité 15 avis entre 91 et 93 pour répondre à des questions juridiques essentielles liées à la dissolution de la République fédérative de Yougoslavie. Robert Badinter veut aller plus loin. Il est inlassable dans cette quête et il va donc beaucoup travailler à l'instauration d'une cour européenne de conciliation et d'arbitrage dans le cadre de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. Robert Badinter va présider la Cour jusqu'en 2013. Est-ce un échec ? Oui, si l'on en juge la manière dont cette Cour fonctionne, puisque à ce jour, la Cour n'a jamais été saisie. Et du vivant de Robert Badinter, c'était là l'un de ses grands regrets. Il a vraiment beaucoup cherché à convaincre. Pourquoi ce non-usage de la Cour? Est-ce que c'est parce que les États n'y ont pas vu d'utilité? Est-ce qu'ils ont estimé que le mécanisme juridictionnel existant était suffisant? Cette procédure très souple de conciliation, en tout cas, des règlements internationaux sur le continent européen, n'a pas convaincu. Pour conclure, je voudrais laisser la parole à celui qui nous réunit aujourd'hui. Je le cite, dans le discours qu'il a prononcé pour défendre l'ouverture du prétoire de la Cour de Strasbourg aux justiciables français. En ouvrant contre les violations des droits de l'homme tous les recours, nous nous engageons en ce domaine à être irréprochables, car la France, comme toute autre nation européenne, se doit d'être exemplaire en matière de liberté ou renoncer à être elle-même. Monsieur le professeur, puisque c'est ce titre que vous chérissiez plus que tous les autres, Monsieur le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Monsieur Badinter, mon cher Robert, dans ces temps troublés où la remise en cause des fondements de l'état de droit, le racisme, l'antisémitisme, la haine de l'autre et le repli sur soi nous menacent, puissiez-vous être entendus. Je vous remercie. Merci.
Moi, je donne la parole au professeur Asensio, qui est professeur d'université dans cette université, pour parler de la justice internationale, des écrits de Robert Badinter sur la justice. Merci, Madame la Présidente. J'ai vu Robert Badinter pour la première fois en 1999 sur la Place Rouge à Moscou. Il faisait partie d'une délégation, c'était au moment des bombardements de l'OTAN sur le Kosovo. Et sans doute était-il dans le cadre d'un de ces très nombreux voyages visant précisément à promouvoir la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE, dans l'espoir que les États européens l'utiliseraient pour résoudre pacifiquement leurs différends. Je l'ai vraiment rencontré en 2008 à propos de l'affaire Omar Khadr, jeune homme emprisonné à Guantanamo, torturé, jugé par une juridiction d'exception. Les avocats de Omar Khadr avaient demandé à Robert Badinter d'écrire un amicus curiae, et selon ses méthodes de travail habituelles, il avait réuni un petit groupe de personnes autour de lui. Alors, si je cite ces deux moments, c'est que à chaque fois qu'il s'agisse de la Cour de conciliation et d'arbitrage ou de l'affaire Omar Khadr, son action est précédée, accompagnée, suivie de très nombreux écrits. Des écrits qui prennent des formes extrêmement diverses, articles de presse, préfaces, avant-propos, contributions à des ouvrages collectifs, mais je crois qu'il faut aussi ajouter toute une série d'autres écrits, amicus curiae dans l'affaire Omar Khadr, travaux réalisés dans le cadre du Parlement, et également un certain nombre de notes qui ne sont pas publiques, mais il a passé énormément de temps à transmettre des notes juridiques à nos plus hautes autorités pour les convaincre, par exemple, lorsqu'il était dans le cadre de la commission dite Badinter, pour les convaincre qu'il fallait absolument mettre en place un tribunal pénal international pour juger les crimes commis dans l'ex-Yougoslavie. Très nombreux écrits, donc, mais je crois que tous ces écrits ont un point commun, et vous l'avez dit, Madame la Présidente, dans votre introduction, pour lui, écrire, c'est agir. Et s'agissant de la justice internationale, c'est agir dans le double sens de l'expression, agir pour le développement d'une justice internationale et plus particulièrement d'une justice pénale internationale, et c'est le premier point que je voudrais rappeler, et puis également agir en faveur de la justice en tant que valeur universelle. Alors s'agissant du premier point, agir pour le développement de la justice pénale internationale, à l'évidence, on peut établir un lien avec son histoire personnelle et son attachement constant, essentiel, à la lutte contre l'impunité des criminels contre l'humanité de la Seconde Guerre mondiale. Et je voudrais rappeler à cet égard un article paru dans Le Monde, qui est très connu, article de 1979, qui s'intitulait « Pour le jugement des crimes contre l'humanité » à propos des complices français des crimes nazis, article qu'il signait de façon très sobre Robert Badinter, juif. Et ensuite, il y a eu évidemment toute une série d'autres articles. Je pourrais mentionner notamment ceux parus au moment du procès de Maurice Papon. Il soutient donc cette lutte contre l'impunité devant les juridictions internes, au moment où il n'y a que des juridictions internes en mesure de le faire, mais dès qu'il observe une ouverture géopolitique au début des années 90, il devient un promoteur inlassable de la justice pénale internationale. Alors, cela a été rappelé, il a été président de la commission dite Badinter dans le contexte de la dislocation de l'ex-Yougoslavie,
et il a œuvré pour la création du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, puis pour la création de la Cour pénale internationale, y compris en tant que sénateur, pour ensuite faire en sorte que le droit français soit adapté au statut de la Cour. De nombreux écrits en rendent compte, on pourrait les regrouper sous l'expression de Nuremberg à la Cour pénale internationale, qui est le titre d'un article publié à la revue Pouvoir en 2000. Si on tente de dégager des idées forces de l'ensemble de ces écrits, il insiste sur l'aspect dynamique, sur un certain sens de l'histoire. Il retrace une évolution, alors avec des soubresauts évidemment, mais en faveur du développement de la justice pénale internationale, qu'il identifie au combat pour l'universalisme des droits de l'homme. On constate également qu'il mentionne davantage le terme, l'infraction de crime contre l'humanité plutôt que génocide, mais non pas pour les opposer, mais clairement pour s'inscrire dans la continuité de Nuremberg et de l'héritage de Nuremberg dans le droit français. Et il me semble que cela lui permet aussi de rattacher cette dynamique de développement des juridictions pénales internationales à l'humanité tout entière, c'est-à-dire à l'universel. Le dernier ouvrage qu'il a publié, là aussi vous l'avez rappelé, porte sur la justice pénale internationale, Vladimir Poutine, l'accusation, et l'on trouve dans l'introduction une phrase qui a été maintes fois reprise: « Ceux qui ont une foi inébranlable dans la justice internationale rêvent d'entendre « Accusez Poutine, levez-vous ». Eh bien, il a été entendu avec d'autres promoteurs de cette idée. Le Conseil de l'Europe vient de conclure avec l'Ukraine un accord qui crée un tribunal spécial pour juger les crimes d'agression. Et ce fameux « accusé Poutine, levez-vous » n'est pas encore pour demain, sans doute pour les raisons que l'on sait, mais en tout cas, l'écrit, encore une fois, a accompagné une action et a abouti, dans ce cas, à la création d'une nouvelle juridiction pénale internationale. Second axe, agir pour l'universalité de la justice. Alors on sait que Robert Badinter a constamment cherché à élargir ses combats, à les porter sur la scène internationale. Je mentionnerai, mais brièvement, parce que sans doute on y reviendra un peu plus tard dans cette journée, l'abolition universelle de la peine de mort, puisqu'il a écrit de très nombreux articles pour soutenir cette idée, mais qui accompagne encore une fois toujours une action pour promouvoir les différents traités internationaux qui visent à cette abolition universelle. Dans le cadre européen, les protocoles additionnels 6 et 13 à la Convention européenne des droits de l'homme, dans le cadre universel, le deuxième protocole additionnel au pacte sur les droits civils et politiques. Et cette préoccupation de l'universalisation de l'abolition, cette longue marche vers l'abolition universelle de la peine de mort, il l'a portée encore lors de son magnifique discours de 2021 au Panthéon pour célébrer l'anniversaire de la loi d'abolition française. Et là encore, l'écrit et la parole accompagnaient l'action, puisque parallèlement, il transmettait encore au président de la République une note pour s'assurer que l'Assemblée générale des Nations unies continuerait chaque année à se pencher sur l'état de l'abolition de la peine de mort dans le monde. On observe également une grande constance dans la défense d'autres idées, par exemple en matière de terrorisme. De nombreux articles, de nombreux écrits parlent du piège politique tendu par les terroristes, je cite, aux hommes de liberté. Pour lui, le terrorisme n'est jamais justifié, dans la mesure où il s'attaque à des civils innocents, mais dans le même temps, rien ne saurait justifier non plus une justice d'exception ou l'apparition de zones de non-droit pour lutter contre le terrorisme. Et là encore, ces idées, il va chercher à les porter
au niveau international. On sait qu'il a participé en 2004 au rapport du groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et les changements commandé par le secrétaire général des Nations Unies. Et on sait également que le passage de ce rapport sur le terrorisme lui doit beaucoup. On y trouve notamment une définition du terrorisme. Alors tous ces écrits préparent l'action, préparent des propositions de renforcement de la justice internationale et de ses structures. J'ai retrouvé un article ancien 1967 où déjà il propose la création d'une juridiction internationale. L'article s'intitule « Pour une convention universelle des droits de la défense ». Et c'est en réaction à un certain nombre de violations des droits de la défense commises dans différents pays du monde, contre Henri Smadja, le directeur du journal Combat en Tunisie, contre Régis Debray en Bolivie, contre Andreas Papandreou dans la Grèce du régime des colonels. Et par cette convention, il imaginait la possibilité de créer une Cour mondiale des droits de l'homme, avec beaucoup d'inventivité, puisque c'était une sorte de mélange entre la Cour internationale de justice et l'ancienne Commission européenne des droits de l'homme. Mais en tout cas, on voit déjà cette inventivité et cette volonté de faire de l'écrit un instrument. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec la Cour de conciliation et d'arbitrage de l'OSCE, dont on a dit que malheureusement, elle n'avait pas d'activité, malgré l'énorme énergie qu'il a mise pour la développer. En tout cas, l'instrument est là pour les États qui voudraient bien s'en servir, et il a aussi un certain nombre de qualités. Bon, il se trouve que je suis membre de cette Cour, mais bon, nous sommes nombreux depuis 12 ans. Nous regrettons tous que les pays de l'Europe à 57, ceux de l'OSCE, ne s'en saisissent pas pour résoudre pacifiquement les différends dans cette région du monde. Et il est évidemment regrettable que cette initiative-là de Robert Badinter n'ait pas encore été entendue, mais on peut espérer qu'elle le soit, même si nous sommes actuellement dans des temps tout à fait difficiles pour le droit international, pour l'Europe, pour la justice pénale internationale. Mais je crois que le meilleur moyen d'être fidèle à Robert Badinter, à son œuvre, même dans des temps difficiles, c'est de garder à l'esprit une vision longue de l'évolution du droit international et de la justice, et de conserver avec lui, et je le cite à nouveau, la foi inébranlable dans la justice internationale. Merci, monsieur le professeur. Il reste quelques minutes. Pascal, s'il y a des questions à nos orateurs. Non, tout le monde semble satisfait. On restera sur cette belle parole de fidélité à l'héritage de Robert Badinter.